Barcelona, Real Madrid, 17e journée de la Liga, deuxième match d'une semaine compliquée, annoncée, et qui a mal démarré pour le Real Madrid. On ne peut que envisager autre chose, enfin on ne peut rien envisager d'autre qu'une victoire dans ce match, Rota. Ouais, et encore, tu vois, je pense que la déception, je suis pas quelqu'un de rancunier, pourtant je suis pas quelqu'un qui se morfond, mais je pense que même s'il y a une victoire face à Girona, ça va être dur d'oublier tout ce qui se passe dans les gros matchs pour le Real Madrid. Je pense que ma prochaine référence, ça sera quand on gagnera un gros match, même si tous les matchs d'une Liga sont importants, évidemment pour la remporter. Et il faudra rebondir à Girona. Voilà, je vais quand même attendre les grosses échéances. Donc, tu vois, je suis dans une situation où j'attends presque plus rien de ce Real-là, à part de le voir gagner un match important. Parlons de l'adversaire, Barcelona, 8e au classement en Liga avec 22 points au compteur, 6 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, 22 buts marqués, 20 buts encaissés. Ils ont eu un début de saison compliqué, mais ça va quand même mieux. Là, ils sont sur une dynamique plutôt positive en championnat, en tout cas, 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs de Liga. Ouais, en championnat, c'est plutôt pas mal. Comme tu l'as dit, un match nul à Villarreal et puis trois victoires précédemment. Donc le bilan est pas mauvais. Maintenant, il reste quand même sur une défaite en Coupe du Roi, une défaite en Ligue des Champions où ils sont pratiquement morts. Euh, voilà, c'est trois matchs sans victoire, donc c'est pas non plus un moral au beau fixe du côté des Catalans. Mais c'est une équipe qui sait déjouer à peu près n'importe qui. Maintenant, à mon sens, qui a quand même une défense voilà qui devrait être pris à revers, j'ai envie de dire par nos joueurs offensifs si on n'est pas si mal. Donc voilà, avoir un petit peu comment le Real va réagir, comment le Real va opérer, comment le Real va aborder ce match. Tu l'as dit, moi j'aimerais que pour une fois le Real, en tout cas Ancelotti, ne s'adapte pas aux équipes, mais impose quelque chose. Face à Girona, je pense que c'est typiquement le genre de team défensive où si tu joues ton propre jeu, si tu imposes quelque chose, tu leur fais très mal. Leurs difficultés se voient notamment en Europe. Ils sont 30e là au classement en Ligue des Champions. Une seule victoire, 4 défaites. Alors tout n'est pas perdu mathématiquement pour aller chercher les barrages, mais je ne sais pas si tu sais leur calendrier là sur les 3 derniers matchs. Je te le donne. Liverpool, Ouais, je Mil- sais. Milan, Arsenal. Ouais, et tu vois, le pire, c'est que Girona, bon, ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs par rapport à l'an passé. C'est difficile de se réadapter. Tu perds Couto, tu perds Vigno, tu perds Dobbik. l'attaquant ukrainien, voilà, exactement, qui part aussi en Italie à la Roma. C'est trois joueurs essentiels, un par ligne. Tu remplaces pas ça comme ça, c'est impossible. Maintenant, tu l'as dit, il y a la Ligue des Champions. Voilà pourquoi moi j'ai dit que c'était mort, c'est que pour moi, jusqu'ici, ils ont tapé aucun. Je crois aucun gros club. Ils jouent Feyenoord, ils perdent chez eux. Tu vois, il y a Feyenoord, il y a Paris où ils perdent de justesse Feyenoord. T'as le Slovan Bratislava, t'as le PSV, c'est pas non plus un immense calibre. T'as Sturm Graz. Et là, par contre, il leur arrive trois matchs incroyables. Donc oui, on peut le dire, quand le niveau s'élève un petit peu, et encore, on n'est qu'en Europe face à des équipes, on l'a vu, presque de seconde zone, sans leur manquer de respect. Girona fait pas le poids. Il y a beaucoup de manques à toutes les lignes, je trouve. Je trouve que collectivement, c'est bien moins bon que l'an passé. Forcément, l'an passé, il faut une saison absolument historique qui justement les envoie en Ligue des Champions parce que collectivement c'était incroyable. Là, ils ont quelques individualités, voilà, ils ont quatre cinq individualités qui sont pas dégueulasses, mais de manière globale, de manière collective, c'est loin d'être foufou. Hmm. On parle des joueurs qui sont partis, parce que c'est vrai qu'il y a eu ça a beaucoup bougé, hein, l'effectif de Barcelona entre l'année dernière et cette année. Bon, il y a toujours Stuani, qui est d'ailleurs le meilleur buteur en Liga, 4 buts. Est-ce qu'il y a quand même des petits joueurs que t'aimes bien, qui ont été recrutés? Parce que je vois ils ont pris Brian Hill, Van de Beek, qui s'était perdu à Manchester, Abdel Ruiz, à Asprilla. Il y a des joueurs là-dedans? Alors, alors tu vois, moi, il y a Brian Hill, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, qui est virevoltant, qui est alors, tu vois, c'est typiquement le genre de joueur qui n'a pas une marge de progression exceptionnelle, mais qui est redevenu tout de même international grâce à Girona cette saison. Et d'ailleurs, il a mis son premier but en sélection lors du dernier rassemblement. Donc c'est un joueur quand même qui est très intéressant, qui est virevoltant. Mais c'est le genre de joueur qui voilà est capable de faire un match exceptionnel et puis
d'être complètement invisible le match d'après, un peu irrégulier. Abel Ruiz, c'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement, mais ça reste un bon joueur de foot. C'est un joueur qui sait garder le ballon, mais tu vois, qui est pas forcément titulaire non plus dans cette équipe, mais qui sait garder le ballon. Tu vois, c'est vraiment le Benzema du très très pauvre. C'est-à-dire que techniquement, dans son jeu de haut but, il est très intéressant. Par contre, il marque pas de but. C'était déjà le cas quand il était au Portugal. Et là, c'est un peu pareil. Et le joueur que j'aime beaucoup, mais qui arrive pas à stater, mais que j'adorais quand il était à Villarreal, c'est Danjuma. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment très très bon pour le coup et pareil, un petit peu à l'image de Brian Hill, c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Donc c'est un peu ça l'effectif de Girona. Pour résumer, c'est des joueurs qui sur le papier, même Van de Beek, hein, c'est des joueurs qui ont des qualités vraiment intrinsèques qui sont vraiment très très bonnes mais qui sont pas réguliers sur une saison. Donc tu peux voir un Girona exceptionnel samedi où toutes les planètes sont alignées et qui va vraiment t'embêter. Et puis tu peux avoir un Girona qui déraille totalement et puis là tu peux leur mettre une manita. Donc Hmm. Girona c'est un peu ça, c'est le doute et tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Bon, en tout cas, je trouve quand même qu'ils s'en sortent finalement pas si mal parce que c'est vrai que quand tu as un club comme ça, un petit club qui fait une année absolument exceptionnelle, parce que pendant longtemps, quand même, l'année dernière, faut rappeler qu'ils étaient dans la lutte hein, pour la bataille pour gagner le titre. Euh, voilà, ils découvrent la Ligue des Champions, l'Europe, donc ça veut dire 2 matchs par semaine. C'est tout autre chose. Malgré tout, je vois enfin, ils sont huitièmes de la Liga, donc ils sont toujours plutôt en course pour arracher gagner une Coupe d'Europe à la fin de la saison. Donc je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal de ce point de vue-là. À noter aussi, tu t'en parlais, hein, que Girona, ça peut être un adversaire très bien pour le Real Madrid. Le Real Madrid a gagné les 2 matchs hein, l'année dernière. On leur met 4-0 au Bernabéu et on leur met aussi 3-0 en Catalogne. Ouais, Bon, c'est pas forcément vas-y, vas-y. c'est pas forcément une équipe qui nous pose des difficultés historiquement, très très honnêtement. Donc oui, Girona, c'est alors après encore une fois, c'est une équipe qui change d'année en année. Hein. C'est une équipe qui était en D2 il y a pas si longtemps que ça. Donc évidemment, comme tu le dis, moi je souligne aussi l'exploit. Ils ont un effectif qui est ultra court pour jouer les deux compétitions, ça c'est certain. Donc forcément, ils allaient y laisser des plumes et je pense tant mieux pour eux que ce soit en Europe parce qu'on va pas se mentir, Girona n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions. Non. Mais d'être huitième après autant de pertes, encore une fois, Dominique, c'est un joueur qui a mis plus de 20 buts la saison dernière. Je crois que c'est même le Pichichi l'an passé, si je dis pas de bêtises. Oui, Je crois que oui, ça doit oui, être ça. oui, oui. Ouais, c'est lui. Yann Ou c'est pas Couteau, Charlotte? qui est un J'ai un doute. piston. Ah, j'ai un doute aussi, mais en tout cas, il met plus de 20 buts. Mais ouais, Charlotte, ça m'étonne. Mais en tout cas, voilà, Yann Couteau également, et puis Savigno, qui a un peu plus de mal à Manchester City, mais qui était absolument incroyable et qui est devenu international lui aussi sous les couleurs de Girona avec le Brésil. Donc oui, être huitième après tous ces Dovbyk. départs-là, c'est euh, c'est plutôt pas mal. Et pardon, c'est bien Dovbyk qui termine meilleur buteur, 24 buts, et Sorloth juste derrière avec 23 buts. Voilà. Parce que je me souviens Ok. que Sorloth, il nous met. C'est pas un triplé qu'il nous met sur l'une des dernières journées. Enfin bref. Triplé ou quadruplé même, je Ouais, sais ouais, plus, ouais, mais ouais, oui, ouais. oui, il en met trois minimum, ouais, c'est sûr. Bon, lui qui est parti à l'AS Roma, si je dis pas de bêtises. Non, lui, il est parti à. Dobvik, ouais, et Charlotte, il est à l'Atlético, ouais. Voilà, je m'en mêle les pinceaux. Bon, parlons un peu du Real Madrid. On continue à faire les montagnes russes hein, dans cette saison, surtout en Liga. On est passé de... On a la Liga entre nos mains et on est repassé justement sur... bah, faut pas perdre parce qu'il faut pas se faire décrocher de nouveau par le Barça. Le Barça qui ira au Real Betis ce week-end. Donc match aussi qui peut être piégeux. Ça peut être encore une... De toute façon, on l'avait dit, c'était une semaine qui pouvait faire laisser perdre des plumes aux deux clubs. On l'a dit, le football va très vite. Quand on a parlé sur nos dernières previews, on disait le Real était à 9 points potentiellement du Barça et pouvait reprendre un mois après la tête de la Liga. Eh ben, tu vois, finalement, une semaine après, donc là c'est encore plus court, le Real peut être à 7 points provisoirement du Barça qui jouera juste avant nous samedi. Ouais. Donc t'imagines l'écart. Tu t'es à -9, tu peux être à +1 et t'es potentiellement à -7. Le foot, ça va super vite. Donc voilà, dans tout ça, il y a des matchs en retard. En tous les cas, il y a un match en retard pour le Real, mais c'est un peu l'inconstance des clubs de Liga depuis 3 ans aussi. Il faut le signaler parce que dans ce que tu disais, Girona, c'est très bien d'être huitième, mais tu vois, t'es huitième de Liga avec 5 défaites et 4 nuls. C'est énorme, je trouve. T'as 9 matchs pas gagnés et t'es quand même huitième de Liga. Je trouve qu'il y a quand même une faiblesse au niveau
de, au niveau de tout le monde, au niveau de ceux qui sont à la tête et puis des poursuivants. Donc voilà, et c'est aussi pour ça qu'en Europe, bah, il y a énormément de clubs espagnols qui galèrent. L'Atlético, c'est pas tout rose, le Real, c'est pas top. Le Barça, bah, c'est pas ultra linéaire non plus. Et puis Girona se fait casser en deux. C'est pareil aussi en Europa League. Donc voilà, je trouve que le foot espagnol, il souffre un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que la Liga a des balbutiements. Une fois, c'est le Real qui peut être devant, une autre fois, c'est le Barça qui peut être à +7. Voilà, il faut rien lâcher dans cette Liga parce que je pense que rien n'est fait. Je pense que personne n'a l'effectif, que ce soit avec ou sans blessé, pour jouer sur plusieurs compétitions. La saison est très très longue encore, donc il faut évidemment rien lâcher et surtout pas lâcher dès demain. Mm. J'ouvre une parenthèse, un mot sur le tirage au sort du Mondial des clubs qui s'est déroulé hier. Pour le Real Madrid, c'est dans le groupe H. On va donc jouer Salzbourg, qu'on va retrouver parce qu'on les a aussi en Ligue des Champions, on les jouera au mois de janvier. Al Hilal, le club de Neymar, et Pachuca pour le Real Madrid. Hypé un petit peu par la compétition ou pas après le tirage? Ouais, le format est cool. En fait, si j'omets le fait que ça rajoute des matchs aux joueurs et que je pense quand même à ça, je trouve qu'on voilà, il y a beaucoup trop de laisser aller là-dessus. Évidemment que ça y pend. C'est quand même un format Coupe du Monde à 32 nations en version club. Comme on le disait, énormément de clubs historiques intercontinentaux qui peuvent s'affronter. C'est des rencontres qu'on voit pas souvent. Là, pour le coup, ouais, c'est quelque chose qui est hypant. Tu vois, c'est un peu pour ça que j'étais contre le format de la nouvelle Ligue des Champions, parce que je suis un peu un mec à l'ancienne et voir des rencontres. Enfin, tu vois, des grosses rencontres en Ligue des Champions, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est le fait que ça se passe pas souvent. C'est ça qui me hype beaucoup. Et ça, cette Coupe du Monde des clubs, c'est ce qui me hype aussi, tu vois. À Lille, on les rencontre jamais, Pachuca non plus. T'as des équipes comme Boca, comme River, comme Fluminense, des équipes africaines, voilà, de tous les continents. Ça, c'est le côté cool vraiment de cette compétition. Après, je pense très honnêtement, à part une ou deux surprises grand max, on va retrouver les mêmes équipes. Il y aura pratiquement tous les Européens qui vont répondre présents au rendez-vous. En tous les cas, s'ils la jouent à fond. Et puis certainement les clubs d'Amérique du Sud. Après, s'il Mm. y a une belle surprise venant d'Arabie Saoudite, par exemple, ou autre, bon, on prendra parce que ça fera que hyper la compétition encore plus. Mm. Pour le Real, tu peux avoir du lourd en plus dès la sortie de poule, hein, parce que tu vas affronter voilà, donc le premier ou le deuxième du groupe de Manchester City et de la Juventus notamment. Donc C'est ça. tu peux avoir du lourd. Bon, on en reparlera évidemment, on aura bien le temps d'en reparler de cette compétition. Revenons sur le Real Madrid. Est-ce que Carlo Ancelotti peut de nouveau être mis en difficulté, être sur la sellette en cas de défaite là, à Girona et 6 victoires du Barça dans le même temps? J'espère. J'espère, mais je pense pas. Je pense que vraiment ce qui peut vraiment le plus le mettre sur la sellette, c'est le match contre l'Atalanta. T'en parlais aussi dans ta revue, je crois que c'était hier, parce que là, pour le coup, la Ligue des Champions à 2 matchs de la fin, si t'es vraiment, vraiment dans la merde et t'es pas dans les 24. En fait, Carlo Ancelotti, il a la confiance de Florentino Pérez. On l'a dit, on voit mal comment il pourrait ne pas finir la saison, finir sur une bonne note après tout ce qu'il a fait, mine de rien. Mais là, si vraiment t'es dans la merde pour pas te qualifier en Ligue des Champions sur une compétition à 36 clubs, t'es pas dans les 24. Là, je pense que ne serait-ce que pour la réputation du club, Florentino Pérez, il aura envie de changer les choses. En tous les cas, être sur la sellette, oui, il le sera. Le match de ce week-end, voilà, ça fera juste une continuité de crise à mon sens, mais c'est pas ça qui va plus le mettre en difficulté qu'il ne l'est depuis le match face à Bilbao. Ouais, je suis en phase aussi avec ça. Je pense que les deux matchs, parce que je pense que ils sont quand même liés, les deux matchs, vraiment sont très importants pour Carlo, pour son avenir, parce que bah ouais, si face à Girona, tu gagnes pas, même si tu fais juste un match nul et que le Barça gagne, bim, ça reprend des points, ça reprend de l'avance. Et comme je le dis quasiment à chaque fois depuis le début de saison, le fil rouge, ça reste la Liga. Donc si tu négocies mal ce week-end en Liga, ça va te fragiliser encore plus. Donc continuité de crise, comme tu dis. Et par contre, effectivement, si derrière, en plus face à l'Atalanta, et en plus à l'Atalanta, ça va être très dur, vraiment très dur, je pense. Si là Ah, en plus très très derrière, dur, ouais. si là en plus là-bas tu te foires, ouais, je pense que dans mon livre, ouais, il existe un scénario où pas après Rilona, mais après l'Atalanta, Carlos soit remercié. Honnêtement, je pense aussi que ce scénario existe. De toute façon, tu vois, la Liga, c'est un peu comme avec les femmes. Vaut mieux qu'on te court après que l'inverse. Tu souffres moins. C'est le cas. Donc là, si le Real perd encore des points face au Barça, ça va être compliqué. Et surtout, et là, tu as raison d'insister là-dessus. Pour moi, si tu ne gagnes pas, même pas si tu perds seulement, si tu fais même un nul contre Girona,
T'imagines la drouille au derche que tu te mets avant le match face à l'Atalanta, c'est-à-dire que là, tu restes encore sur 2 matchs sans victoire avant d'affronter un match ultra important, une nouvelle finale en Ligue des Champions cette saison. Là, ça pourrait être compliqué, ne serait-ce que dans les têtes, en fait. On est déjà presque sous l'eau parce que bah déjà 5 défaites cette saison, des individualités qui sont absolument pas au rendez-vous. Si en plus, face à Girona, je te dis une connerie, tu fais un 0-0, un Mbappé marque pas, il a encore des loupés, et puis un tel répond pas présent non plus, un tel fait une mauvaise performance, pour le peu que alors je suis vraiment dans le scénario noir, pour le peu que tu perdes un joueur sur blessure, on sait jamais, mais avec l'effectif court, c'est pas impossible, vu qu'il y en a qui répètent les efforts. Voilà, tu te mets vraiment, vraiment en difficulté avant l'Atalanta, qui est pour le coup vraiment un match bah, c'est une finale avant l'heure, comme j'ai dit, et comme tu l'as souligné aussi, ultra important et qui sera très très difficile. Et au-delà de ça, en plus, le facteur qui est très important à mon sens, c'est qu'en fait, ce sera ta deuxième crise. C'est-à-dire que la première, on l'a déjà connue après Barça-Milan, où tu as déjà touché le fond, tu étais déjà en difficulté. À ce moment-là, il y avait déjà des bruits, bon, évidemment, autour de Carlo Ancelotti et son avenir. Malgré tout, voilà, on a noté que bah, derrière, tu gagnes tes 3 matchs de Liga, tu fais des prestations qui ont été très correctes, hein, notamment Osasuna, Leganés, où tu avais clairement maîtrisé ton sujet. Même Retafe, tu l'as maîtrisé, même s'il y a eu un peu plus d'occasions concédées. Enfin bref, 3 matchs de Liga sérieux. Dans le même temps, tu as le Barça qui se casse un petit peu la gueule, donc ça te permet de te relancer complètement. Donc tu sors de la crise, tu sors la tête de l'eau, et donc là ça voudrait dire qu'on te remet, tu te remets la tête sous l'eau, ce serait la deuxième fois, et donc là je trouve que la lecture, je pense, hein, des dirigeants du Real sera très Ouais. différente, parce que là tu te diras pas, bon bah c'est une crise comme tu peux en connaître à chaque saison, comme à chaque saison tu connais une période difficile, là ça fait 2 fois déjà, on est au mois de décembre, même s'il y a des éléments effectivement qui vont contre Carlo, contre le Real, avec toutes les blessures, même si là aussi on peut parler de la gestion de Carlo Ancelotti qui n'est pas non plus libre de tout reproche. Enfin bref, tu vois, ce serait vraiment la deuxième fois, deuxième crise, on est au mois de décembre. Là, je pense que ce serait celle de trop pour Carlo, alors que on l'avait dit, hein, nous c'est vrai qu'il y a 2 mois, jamais de la vie on imaginait un scénario où Carlo ne fait pas la saison entière parce il a aussi un statut et beaucoup de crédit auprès des dirigeants. Ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, une deuxième mini-crise en décembre, t'imagines, ça fait beaucoup en fait, ça fait beaucoup trop pour le Real. Et tu vois, je suis en train de regarder là, mais sur les 7 derniers matchs, mine de rien, c'est 3 victoires, 4 défaites le Real. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et si on regarde les matchs à l'extérieur, parce que c'est ça aussi que tu avais pointé du doigt à juste titre, sur les 9 derniers matchs qu'on avait, il doit en rester 7, je crois, ou peut-être 6 avant la trêve, le Real en avait 7 à négocier à l'extérieur. Et quand je regarde les derniers résultats à l'extérieur du Real, c'est une défaite à Bilbao, c'est une défaite à Liverpool. Tu as une seule victoire face à Leganés. Ensuite, tu gagnes à Vigo, mais tu perds à Lille et tu fais match nul à Atlético. Donc finalement, tu as 2 victoires sur tes 6 derniers matchs à l'extérieur. Ton bilan, il n'est pas bon du tout. Et ce qui t'attend, c'est pratiquement que des matchs à l'extérieur. Ouais. Bon, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez, vous, de Carletto et ce qui sera menacé après possiblement après les 2 matchs là qui arrivent. En tout cas, je pense que oui. On pense que oui. Quelle 11 tu as envie de voir face à Arjona? Je trouve que c'est compliqué là d'avoir une lecture sur ce que va faire Carlo. Mais comment toi, tu as envie de voir les choses Alors, d'abord et puis comment tu vois plutôt les choses côté Carlo? moi, déjà, je veux un 11 qui gagne et un 11 qui fait du jeu. Ça, c'est la première chose avant de mettre les hommes. Maintenant, ouais, comme tu l'as dit, c'est difficile de lire Carlo, mais si vraiment ce que je veux voir, ouais, je vais donner ce que je souhaite voir par rapport aux joueurs qui sont là et pas du tout ce que je pense que va mettre Carlo parce que évidemment on a des avis totalement opposés, je pense, lui et moi sur le 11 à mettre en place. Moi, très honnêtement, je reconduis la défense centrale. Je pense qu'il n'y a pas de raison de changer. Non. Donc Courtois, Rudiger, Asensio. Je remets évidemment Lucas Vasquez parce que j'estime qu'on n'a pas le choix. On n'a pas assez de milieu de terrain pour nous mettre du Valverde. Et donc, je reconduis Lucas Vasquez. Je mets Ferland Mendy évidemment parce que je vais pas réexprimer ce que je pense de Fran Garcia. Mais je mets évidemment Ferland Mendy. Là, on rentre dans des matchs. Tous les matchs sont importants dans une saison, mais là vraiment, le Real doit se sortir de cette mini-crise et il faut gagner. Donc, il faut des joueurs qui défensivement sont meilleurs. Je m'en tape un peu du secteur offensif. Donc, Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on va repasser, je pense, à 3 hein, pour essayer de rester sur ce qu'on avait bien fait et pas ce qu'on a montré face à Bilbao. Donc, Fede Valverde, Ceballos et Bellingham. Et ensuite, devant, pareil, on est aussi un
un petit peu court finalement en effectif. Donc Hendrick, Rodrigo et Brahim Diaz. Je sente évidemment Kylian Mbappé qui pour moi n'a pas le niveau à l'heure actuelle pour être dans le 11 du Real Madrid. Voilà, ça c'est ce qui me hyperait beaucoup. Et puis en plus, je pense qu'un Kylian Mbappé qui est sur le banc et qui est revanchard de se dire ah ouais putain j'en suis là maintenant, je suis sur le banc. Je pense que plutôt que de lui mettre la tête sous l'eau, je pense qu'il a quand même pas mal d'orgueil. Je pense même que ça serait presque un bon effet plutôt que de le mettre titulaire où il divague complètement. Bah, de toute façon, à un moment donné, on va pas avoir d'autre choix, je veux le dire. À un moment donné, là, ça fait 3 mois, plus de 3 mois qu'on est très indulgent avec lui. Enfin, que le Carlo Ancelotti est très indulgent avec lui en continuant à lui maintenir sa confiance. Effectivement, à un moment donné, on te donne la confiance, on te fait jouer, on te fait enchaîner, t'es toujours titulaire. Malgré ça, bah, y a pas de réveil. Donc, à un moment donné, bah ouais, il va falloir tenter l'autre solution, l'électrochoc. On te met sur le banc et derrière, montre que t'as du mental, hein, que t'as tout simplement, hein. Bref. Mais sinon, je suis d'accord avec toi sur le 11. Moi, j'avais aussi ce 11-là en tant que 11 idéal. Alors, c'est vrai que j'avais quand même mis Mbappé sur le côté gauche, mais sinon, je te rejoins sur le fait de mettre Hendrick, pourquoi pas, à un moment donné. À un moment donné, il faut aussi tenter des choses. Et puis Hendrick pourra pas faire pire de toute façon que ce que fait Mbappé sur les derniers matchs, notamment sur les 2 derniers matchs à l'extérieur. Mais après, si on est un peu plus on essaie de penser un peu plus avec la perspective Carlo Ancelotti. Je pense que Tchouaméni sera titulaire. T'en penses quoi? Oui, je pense que Modric aussi le sera certainement. Milieu à Je 4. pense qu'il peut nous mettre un. Franchement, il peut nous mettre Tchouaméni Modric et nous basculer Fede Valverde au milieu, en latéral. Il est totalement capable de ça. Mais en tout cas, Modric Tchouaméni, j'y crois pour. Franchement, j'y crois avec un milieu à 4 où Ceballos sauterait, tu vois. Tchouaméni, Modric, Valverde, Bellingham à la limite, même si on conserve Lucas Vasquez. Et devant, il nous met du Mbappé, Rodrigo. Je pense même que c'est ce qu'il va faire. Euh, c'est ce qui semble le plus ressembler à Carlo en tout cas. Je suis tellement indécis, c'est tellement flou que tu vois, je viens même de changer d'avis en même temps que tu étais en train de parler. Je pense quand même que Carlo va revenir sur du 4-3-3, mais je pense qu'il va mettre Ceballos sur le banc, Oh, c'est sûr. Tchouaméni, Bellingham et Valverde ou Modric. Et oui, Valverde sur le côté droit défensif, c'est pas fou, même si je pensais plutôt à Valverde de retour sur le côté droit défensif face à l'Atalanta. C'est plus ce que j'imaginais comme scénario, mais bon, je pense on est sur ces bases-là. Bon, merci Rota, je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous vous aussi un Merci. peu le 11 que vous aimeriez voir face à Girona. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, bon week-end, puis on se retrouve évidemment d'abord pour les revues de presse à midi tous les jours, et puis samedi soir pour le débrief en direct. Allez, sur ce, passez un bon week-end, ciao. Ciao.